évidemment, vont dans le sens de figurer au mieux en championnat. Mais je suis convaincu que pour gagner le championnat, comme le disait Marcel tout à l'heure quand il parlait des cycles, pour gagner le championnat, la Premier League, on doit y être pendant 1, 2, 3 ans très près. Et avec ça, on obtient l'expérience nécessaire pour gagner le titre. L'an dernier, avec 86 points, on était vraiment très près. Alors, on y est dans ce cycle d'être proche, à condition qu'on soit tranquille et confiant. Vous vous êtes mis à l'anglais, hein, vous parlez beaucoup mieux anglais que vous le disiez tout à l'heure, je peux en témoigner. Et les Anglais se sont mis à l'espagnol grâce à vous. Écoutez les supporters de Liverpool. Les Anglais se sont mis à l'espagnol, mais rassurez-vous, il reste à la bière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a aucune ambiguïté. Javier Gomez, notre ami madrilène, nous a rejoint régulièrement sur le plateau de l'équipe du dimanche. Javier, que l'on remercie, qui a été un élément fondamental dans votre venue dans cette émission ce soir. Javier, on voulait vous faire venir parce que l'image de Rafael Benitez en Espagne est peut-être plus troublée que celle qu'on a, nous, de lui, vue de France, ou de celle qu'il a en Angleterre. En fait, Rafael Benítez est vu comme un ganador, un gagnant, quelqu'un qui assure des titres. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs espagnols qui sont comme ça. C'est un peu notre Fabio Capello, notre Marcelo Lippi à nous. C'est l'a dit, vous dites en France qu'on n'est pas prophète chez soi. Et vous savez, les mêmes proverbes existent en espagnol. Et pour preuve, on dit que Rafa Benítez est défensif, tandis que les statistiques prouvent exactement le contraire. Et il est souvent plus critiqué qu'à l'étranger. Mais rassurez-vous, ça arrive tout le temps en Espagne, avec tous les grands entraîneurs. C'est arrivé à Luis Aragonés qui a gagné les championnats d'Europe, c'est arrivé à Vicente del Bosque. C'est un peu un classique en Espagne. Vous leur sortez comme ça, Raphaël, d'avoir plus de mal à convaincre vos compatriotes que les populations étrangères? Je crois qu'il y a de très bons journalistes en Espagne qui me soutiennent. Hein. Et j'insiste. En fait, pour moi, le plus important, ce sont les professionnels. Quand je parle de professionnels, je veux dire des gens du milieu, des gens qui sont ici, qui ont l'expérience du football, qui analysent et qui sont capables de faire une évaluation plus objective. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins objectifs, plus ou moins supporters, plus ou moins fans. Et bien sûr, logiquement, parler d'un football spectacle, c'est beaucoup plus facile à vendre, en particulier lorsqu'il nous faut une audience. Mais une équipe équilibrée, on parlait tout à l'heure de la position de Gérard. Bon, Gérard, c'est quelqu'un qui, dans le cadre de l'ordre de l'équipe, a une totale liberté. Donc les joueurs de talent ont la liberté, ce qui fait que l'équipe peut avoir l'équilibre dont on parle et en plus marque des buts et soit offensive. Ce qui a déclenché votre venue sur ce plateau, je le dis clairement, c'est pas les journalistes qui sont là, c'est d'être entouré justement de professionnels français et d'échanger, parce que votre passion première, c'est de parler foot avec des gens compétents. On aime tout ça. Raphaël, je voudrais, avant qu'on se quitte, qu'on revienne sur votre carrière d'entraîneur, parce qu'on a parlé de bons moments, de grands moments, cette finale de Ligue des Champions, mais elle a eu beaucoup de mal à s'enclencher. D'abord, il y a eu une première fracture dans votre vie de footballeur, c'est la blessure. Vous étiez joueur du Real Madrid, milieu de terrain de l'équipe réserve, et une blessure au genou vous a empêché d'accéder d'abord au rêve. J'ai eu l'occasion de le raconter déjà, peut-être qu'en France on ne connaît pas l'histoire, mais à 13 ans, alors que je jouais chez les jeunes du Real Madrid, j'avais sur moi un bloc où je notais les équipes, les compositions d'équipe et les buteurs de tous les matchs que jouait mon équipe. Et à l'époque, je pensais déjà comme un entraîneur. Ensuite, à 16 ans, l'été, j'entraînais l'équipe de mes amis et je jouais. Et quand je suis rentré à l'université, j'étais entraîneur-joueur. Je pensais toujours en tant qu'entraîneur. Et lorsque j'étais footballeur, je me suis blessé au genou. Je ne crois pas que j'aurais été un joueur d'une grande équipe. Mais enfin, j'aimais tellement le football que j'aurais pu peut-être jouer en première division, au milieu de tableau comme ça. Et lorsque j'ai joué en 3e division espagnole, je me souvenais de mon père qui me disait, bon, moi je parlais et à chaque fois je dirigeais. Il me disait arrête de parler, arrête de diriger, marque des buts maintenant. Parce que je passais mon temps à diriger tout le monde au milieu du terrain. Donc j'ai toujours eu cette mentalité d'entraîneur. Et bon, c'est difficile, mais j'ai adoré ça depuis le début. Je jouais au milieu, je jouais libéraux aussi quand il y avait des libéraux. Et donc j'aimais bien ça, j'aimais voir le terrain et parler, j'aimais bien diriger. Ça s'appelle une vocation. Et vos débuts ont été compliqués lorsque vous avez quitté le Real après avoir dirigé des équipes de jeunes, l'équipe réserve. Vous avez connu 2 clubs, 2 fois viré. Après 23 matchs à Valladolid, après 9 matchs
à Osasuna. C'est-à-dire que le chemin vers la renommée a été pavé d'embûches. Oui, la première année, toujours une année très particulière. Parce que je ne sais pas si tu t'en souviendras, mais c'est une année où il y avait 20 équipes dans le championnat espagnol et Ceuta et Sevilla n'avaient pas payé, donc on les obligeait à descendre. Et à l'époque, moi j'étais recruté comme entraîneur en deuxième division de Valladolid. Et le 15 août, je dormais la sieste et le délégué m'appelle et il me dit voilà, on est en première division. Je dis, comment? Ben oui, on est monté en première. Valladolid monte en première division et le championnat commençait 15 jours après, le 1er septembre. Et en 15 jours, on n'a pas le temps de recruter comme il faut. Donc j'arrive, moi, en première division avec 7 joueurs qui avaient été mes joueurs dans le Madrid B. Donc on jouait très bien, mais on ne gagnait pas. Donc le président s'est un peu énervé, entraîneur jeune, sans expérience, et donc il m'a viré. J'ai signé à Osasuna en deuxième division, puis c'était les mêmes circonstances. Il fallait qu'on descende parce que 2 équipes supplémentaires étaient descendues. Donc l'année d'après, au lieu qu'il y ait 3 montées, il y en allait avoir plus que 2. Donc il fallait absolument monter cette année-là. Bref, ils se sont énervés. Là encore, ils m'ont renvoyé, puis j'ai eu la chance de signer à Extremadura. Et là, petit à petit, on a gagné des matchs, des titres, on est monté, et les choses ont changé à ce moment-là. C'est un message plein d'espoir pour tous les jeunes entraîneurs, pour d'autres entraîneurs qui sont un peu en difficulté en ce moment dans leur club, de se dire que là où il y a une volonté, en gros, il y a un chemin. Merci beaucoup, Rafael Benitez, d'avoir été notre invité ce soir. C'est déjà terminé, malheureusement. On aurait encore eu à peu près 203 questions à vous poser. On les posera peut-être une prochaine fois. Vous êtes ici, chez vous. J'ai noté la phrase « Mi casa es u casa ». Il paraît qu'on dit comme ça. Hein. Merci beaucoup. Claude, on comprendra juste pour conclure que c'est un obsessionnel du football, Rafael Benitez, comme vous l'êtes, vous, l'homme aux 600 matchs avec Monaco. Oui, ben c'est normal, quand on est entraîneur, on épouse une profession et une des principales qualités, je pense, d'un entraîneur, c'est d'avoir une grosse endurance psychologique et une grosse passion. Et en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir participer à cette émission avec un tel entraîneur. Merci, messieurs, d'avoir accompagné Raphaël sur ce plateau. Merci à Claude, merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission, autour d'Éric Bénard, de Jean-Philippe Goron, de Pierre Yvelair, la cheville ouvrière véritable de cette émission, Zahir Oussadi, j'oublie pas Belhamès Boissiy, j'oublierai pas non plus Patrice Pilven. Bref, tous ceux qui ont contribué à votre venue ici à Paris. Et évidemment, mille merci à Javier Gomez. Bonne soirée.